Bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration assez philosophique, je dirais, sur l'existence d'un créateur. Oui, bonjour. On va s'appuyer sur une analyse qui s'inspire des écrits de Bediüzzaman Said Nursi. C'est ça. L'idée, c'est de regarder de près sa logique en examinant trois relations clés qu'on observe dans l'univers. Exactement. Le possible et le nécessaire d'abord, puis la multiplicité face à l'unité. Et enfin, la passivité et l'activité. On va essayer de comprendre comment ces concepts s'enchaînent pour argumenter en faveur d'un créateur. Tout à fait. L'objectif, c'est vraiment de décortiquer la logique interne de ces arguments, voir comment les définitions et les implications fonctionnent ensemble. Parfait. Alors commençons, si vous voulez bien, par cette première relation, le possible et le nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? L'idée de base, c'est que toute chose qui existe, soit elle existe par hasard, enfin elle aurait pu ne pas exister, c'est le possible. Mhm. Soit son existence est inévitable, elle fait partie de sa nature même. Ça, c'est le nécessaire. D'accord. Et l'univers dans cette vision? L'univers et tout ce qu'il contient est classé comme possible. Rien dans l'univers n'existe par nécessité propre. Il faut une cause, quelque chose d'extérieur, pour le faire passer du néant à l'être. Ah oui, je vois. Comme un livre, par exemple. C'est un bon exemple, ça. L'existence d'un livre est possible. Exactement. Il a besoin d'un écrivain. Et par rapport au livre, l'écrivain représente cette nécessité, en quelque sorte. Un livre sans écrivain, C'est jugé impossible, voilà. Ou une table sans artisan. C'est le même principe. d'accord. Donc, la conclusion logique tirée de là, c'est que l'existence même de toutes ces choses possibles, eh bien, elle implique l'existence d'une réalité qui, elle, est nécessaire. Une réalité qui n'a pas besoin d'autre chose pour exister. Et cette réalité nécessaire, c'est ce qui est identifié comme Dieu, avec des attributs comme la puissance, la volonté. C'est ça, des attributs que les choses possibles n'ont pas par elles-mêmes. Donc le niveau du possible, il regarde vers. Il implique le niveau du nécessaire. C'est clair. Et cette idée de dépendance, ça nous amène assez naturellement au deuxième point, non? La multiplicité face à l'unité. L'univers est incroyablement multiple. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Une diversité phénoménale d'êtres, de phénomènes. Mais, et c'est le point crucial ici, cette multiplicité n'est pas chaotique. Elle présente un ordre, une harmonie. Mhm. Et l'argument, c'est qu'une multiplicité ordonnée, ça suggère une source d'unité qui l'organise. Sinon, comment expliquer cet ordre? Il viendrait d'où? L'exemple de l'armée revient souvent, c'est vrai. Une multitude de soldats qui agissent de manière coordonnée. Sous les ordres d'un seul commandant. Voilà. Si on essayait de dire que c'est l'armée elle-même, les soldats, qui s'auto-organisent parfaitement comme ça, Ça paraîtrait un peu compliqué, oui. disons que ça défie la logique intuitive pour expliquer un ordre aussi précis et fonctionnel. L'analogie vise à montrer que l'ordre dans la multiplicité pointe vers un principe unificateur. Et donc appliqué à l'univers? Appliqué à l'univers, cet ordre cosmique, cette interdépendance entre les choses, malgré leur nombre infini, tout ça impliquerait une source unique de commandement et d'organisation. Un créateur qui est un. La multiplicité organisée impliquerait l'unité. D'accord. On a donc le possible qui implique le nécessaire et la multiplicité ordonnée qui implique l'unité. Reste le troisième point, passivité et activité. L'idée ici, c'est que les choses seraient passives par nature. Oui, en quelque sorte. Fondamentalement passive. C'est-à-dire qu'elles subissent des actions, des transformations. Elles sont l'objet d'une action plutôt que l'agent initiateur. D'accord? Il y a même une logique un peu grammaticale derrière ça. Un objet qui subit une action, le patient, implique nécessairement un agent, celui qui fait l'action, même s'il n'est pas nommé. Une action implique un acteur. L'exemple des moutons, je crois. Si on dit les moutons sont rassemblés. C'est ça. Grammaticalement, mouton, c'est le sujet, mais logiquement, ils sont passifs. Ils ne se rassemblent pas tout seuls comme par magie. Il faut un berger. L'agent. Exactement, il faut un agent extérieur. Et donc, si on considère l'univers dans son ensemble comme étant passif, comme recevant l'existence, étant structuré, organisé, Alors il ne peut pas être son propre créateur. voilà. Sa passivité indiquerait qu'il dépend d'un agent extérieur, un agent qui, lui, est fondamentalement actif, créateur. La passivité dépendrait donc de l'activité. Cet agent ultime, c'est le créateur. Donc si on récapitule, on a trois fils conducteurs qui semblent converger. Le possible a besoin du nécessaire. La multiplicité ordonnée pointe vers l'unité. Et la passivité générale implique une activité créatrice. C'est exactement ça. L'argumentaire conclut que ces trois niveaux, ces trois relations,
s'impliquent mutuellement et mènent logiquement à l'existence d'un créateur unique qui est à la fois nécessaire, et actif. C'est une construction logique, assez puissante, il faut le reconnaître. Pour finir, peut-être une petite question pour ouvrir la réflexion de nos auditeurs. Oui, volontiers. Au-delà de cette logique des niveaux, comment est-ce que notre propre expérience de l'univers, qui mélange quand même une harmonie incroyable, avec aussi parfois des aspects de chaos, de désordre apparent, comment cette expérience influence notre perception, notre ressenti face à ces idées d'unité, de nécessité et d'agentivité? Hmm, excellente question. Ça laisse matière à réflexion, en effet.